Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et je remercie tout d'abord très chaleureusement Sylvain Laloy et Nicole Nolette d'avoir accepté que je visio-communique et enregistre cette intervention puisque je ne pouvais pas me libérer aux dates qui ont finalement été retenues pour le colloque Partition Ensemble. Et donc, je vous prie de prendre cet exercice qui n'est pas évident pour moi de faire une espèce de fausse conférence en amont, comme une mise à l'épreuve déjà de la dialectique qui nous rassemble. Alors, avant d'en venir vraiment au sujet, quelques rappels concernant mon rapport à la partition. Alors, il se trouve que cette question de la partition, son histoire, ses formes, ses usages, elle a été au cœur de mes réflexions il y a quelques années, puisque entre 2013 et 2016, j'avais été invitée à diriger un programme de recherche collectif à la Manufacture, Haute École des Arts de la Scène de Suisse romande à Lausanne. Alors, ce projet, au départ, il est né d'un constat tout simple, le fait que dans le champ des arts vivants, théâtre, danse et performance, un nombre de plus en plus important d'artistes, qui pouvaient être des auteurs, des metteurs en scène, des chorégraphes, des interprètes, un nombre de plus en plus important d'artistes donc choisissaient de recourir à ce terme de partition, terme qui pendant longtemps avait été réservé au domaine musical. Assez rapidement, donc ça avait été la première impulsion, assez rapidement deux autres choses me sont apparues. La première, c'est que derrière ce signifiant unique, partition, s'embusquaient des formes et des usages qui étaient, eux, très divers. Et puis la deuxième chose, c'est que finalement, je me suis rendu compte assez vite que cet usage, ce recours au terme de partition, il n'était pas propre à la scène contemporaine, mais il remontait, disons, au tournant du XXe siècle. Voilà, donc à partir de ces premiers constats, mon objectif a été non pas de dégager une formule théorique de la partition qui aurait valu pour toutes et tous, de manière transhistorique, décontextualisée, mais plutôt d'essayer de comprendre les raisons qui portaient tel ou tel artiste à tel ou tel moment, à tel ou tel endroit, à recourir à ce terme de partition et nommer partition tel ou tel objet. Alors, mon intention n'a jamais été d'être exhaustive et en même temps il m'importait vraiment de ne pas me poser en censeur des bons ou des mauvais usages en discriminant par exemple a priori ceux et celles qui auraient eu raison de recourir à ce mot et puis à l'inverse ceux qui en auraient eu un usage trop extensif. Donc je ne voulais pas censurer comme ça les formes a priori et les usages, et simultanément, il ne m'aurait pas paru satisfaisant d'un point de vue théorique de m'en tenir à une simple collection d'exemples qui potentiellement était illimitée. Donc tout au long du projet de recherche que j'ai mené entre 2013 et 2016, j'ai essayé comme ça de naviguer entre un double regard, à la fois centripète et centrifuge, c'est-à-dire que j'essayais de me rendre aussi bien attentive à des enjeux communs, des récurrences, que de l'autre côté à des singularités. À l'issue de ces 2-3 années de réflexion, ce mouvement dialectique m'a conduite finalement à établir une cartographie des partitions constituée de 3 grandes contrées. Ce terme de contrée m'a paru le mieux à même de nommer des territoires artistiques qui étaient caractérisés par un ensemble de tendances esthétiques et politiques, mais aussi de conditions géographiques, historiques, matérielles, intellectuelles, dont je vais justement parler plus précisément au cours de cette intervention. Avant cela, je reviendrai sur ce qui, malgré tout, me paraît constituer l'aspect le plus décisif, le plus transversal à ce qu'on appelle, de manière générale, partition, à savoir être un objet à l'articulation de 2 dimensions, une dimension graphique et une dimension performative. Alors, on pourrait s'étonner que, pour penser la partition, je ne propose pas de repartir plutôt du paradigme musical, modèle qui, en principe, est celui auquel on pense le plus spontanément quand on parle de partition. Alors, l'évidence avec laquelle on associe la partition à ce domaine ne doit pas faire oublier 2 choses. La première, c'est que la partition ne concerne en réalité qu'un seul pan de la création musicale, celle propre à la musique dite savante ou sérieuse, qui, par contraste avec les pratiques improvisées ou les musiques de tradition populaire, qui, elles, sont transmises oralement, cette musique savante, donc, elle repose sur un principe de notation. La deuxième chose à ne pas négliger, c'est que même à l'intérieur de cette sphère écrite, cette sphère que constitue la musique écrite, la notation a été un processus au long cours et que la partition telle que nous la connaissons aujourd'hui ne s'est véritablement imposée qu'au cours du XIXe siècle, et ça j'en reparlerai plus précisément tout à l'heure. Donc, pourquoi j'ai choisi de parler de partition en termes qu'objet graphique et non pas musical, c'est parce que finalement la musique dépasse largement la question de la partition. Alors cette dimension graphique de la partition, elle est présente en fait dans l'étymologie même des mots, partition dans l'espace francophone ou score dans l'espace anglophone.
Je vais rappeler l'étymologie de ces mots, même si l'histoire sémantique de ces termes est assez différente, on va voir que dans les deux cas, ce sont des mots qui renvoient à l'idée d'une marque, d'un geste d'inscription ou d'organisation graphique. Je commence par le mot partition. C'est un mot qui a été forgé à partir du verbe latin partire, qui veut dire diviser, partager. Et dans son acception musicale, il est plus précisément dérivé de l'expression latine partitura cancellata, qui veut dire diviser en compartiments, les compartiments renvoyant aux barres de mesure qui viennent structurer la portée. Alors, il y a quand même une chose importante à préciser, c'est que la partitura italienne, au départ, elle désigne seulement la partie du texte musical qui est pris en charge par tel ou tel instrumentiste, alors qu'à l'inverse, la partition, elle va désigner le tableau des parties d'une composition musicale. Autrement dit, elle est cet objet qui va donner une vue d'ensemble des différentes parties en jeu. Donc là aussi, c'est quelque chose sur laquelle je vais revenir ensuite, mais je le pose d'entrée de jeu. Alors, le terme anglais, lui, il est forgé à partir de l'ancien norrois score, qui veut dire entaille, et originellement, il est lié au monde non pas de la musique, mais de la performance sportive, où il renvoie tout à la fois à l'idée d'inscription, de comptage et de règles. Dans l'esthétique de la vie ordinaire, Barbara Formis explique en effet que le verbe anglais to score signifie noter au moyen graphique une activité durant son accomplissement. C'est ainsi dans le cricket, par exemple, c'est le devoir d'une personne spécifique, le scoreur, de noter les points de chaque équipe. Le scoring, entendu comme substantif, est quant à lui le résultat final de la notation graphique, et il est indiqué au moyen d'un chiffrage représentant le nombre de buts obtenus, au moyen, par exemple, dans le tableau. Fin de la citation. Donc d'un côté, on a le terme français partition qui renvoie à un geste de composition plus ou moins complexe, mais qui est toujours le fruit d'une élaboration réfléchie, et de l'autre, le terme score qui, lui, renvoie à un geste instantané, dont la fonction est de sanctionner l'efficacité d'une action sans autre considération. Et ça, c'est assez important puisque l'idée de beauté n'entre pas en considération. Un beau geste ou une belle action ne permet pas forcément de marquer un point, et inversement. Alors cette relative indifférence par rapport aux questions esthétiques explique sans doute du même coup qu'on a préféré ce terme de score, souvent, même dans l'espace francophone, dès qu'il s'agit de mettre en jeu des partitions dans le champ de la performance ou de la danse contemporaine. On peut supposer en effet que les connotations savantes, musicales du terme de partition paraissaient peut-être trop décalées par rapport à ce tournant performatif qu'ont pris les arts vivants depuis 15-20 ans. Pour ma part, je préfère le terme de partition précisément parce qu'il a un avantage sémantique et théorique important et qui est encore une fois celui qui nous occupe au sein de ce colloque, c'est de poser la question symbolique et politique de la division, de la répartition et du partage. Donc à partir de là, il faut garder en tête que s'attacher aux partitions, ce n'est pas seulement interroger des modes de composition, c'est aussi réfléchir à la façon dont se définissent, se distribuent et s'organisent dans l'espace et dans le temps de la création, les places, les fonctions, les relations et les pouvoirs de ceux et celles qui participent au travail de l'art. Si la partition n'est pas un objet graphique comme les autres, ce n'est pas seulement en raison de ces considérations. Sa deuxième spécificité, sur laquelle je vais revenir beaucoup plus rapidement, c'est que les notations qu'elle donne à lire ne sont pas une finalité en tant que telle, elles appellent une ou des formes d'effectuation, elles ouvrent l'espace d'un jeu, en un mot, elles sont tendues vers un horizon performatif. Quelle que soit la forme que ces notations prennent, ces notations sont des instructions symboliques, des manières protocolaires de transcrire, guider ou prescrire la performance des interprètes. Donc pour l'instant, je n'entre pas davantage dans le détail puisque la traversée des différentes contrées seront l'occasion justement de revenir sur ces différentes notations. Ces différentes remarques étant faites, on pourrait donc dire que la partition est une forme-fonction, une configuration à la fois esthétique et pragmatique, ce qui demande du même coup de développer une réflexion qui porte à la fois sur les qualités immanentes, on va dire, de la partition, et simultanément sur les rôles qu'elle a pour effet d'attribuer ou qu'on lui assigne. Alors, afin d'identifier ce qui peut converger, mais aussi ce qui diverge dans la pluralité des objets et des usages que le terme de partition peut recouvrir, j'ai choisi d'étudier et de mettre en regard 3 paramètres. Premier paramètre, je l'appellerai un paramètre physique, matériel. Cela revient à décrire le plus précisément possible les éléments constitutifs des partitions. Alors, je vais énoncer quelques questions, ce ne sont pas les seules, mais disons qu'on peut au moins se poser les suivantes. Quel type de notation les partitions donnent-elles à lire? S'agit-il de mots, de symboles, de dessins, d'images?
Ces notations, on peut se demander par ailleurs si elles sont homogènes, par exemple quand une partition est seulement faite de mots, ou bien multiples quand une partition est faite de mots et de pictogrammes, et donc vous pouvez en voir des exemples. Quelle que soit la forme que prennent ces partitions, les compétences de lecture qu'appelle tel ou tel type de notation ne sont évidemment pas les mêmes. Dans tous les cas, il faut donc se demander si nos notations sont simples ou au contraire si elles sont complexes à déchiffrer. On peut se demander si elles demandent un apprentissage spécifique et si oui, en quoi consiste cet apprentissage. Et enfin, on peut se demander si leur interprétation est ouverte ou au contraire fermée. Enfin, il faut interroger aussi le support via lequel les partitions sont transmises. Est-ce que c'est un livre, un livret, des feuilles volantes, des projections, des fichiers informatiques, sachant que selon le médium élu, les partitions auront tendance à être stables, définies une fois pour toutes, ou au contraire, elles pourront être sujettes à variation. Et là aussi, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc ça, c'était pour le premier ensemble de critères permettant d'étudier les partitions. Le deuxième paramètre à prendre en considération, c'est un paramètre temporel, et cela revient à se demander à quel moment du processus de création les partitions sont élaborées. Alors, si c'est en amont de la création, la fonction de la partition sera de prescrire, du moins de configurer une performance à venir. Si c'est en aval, sa fonction sera plutôt de transcrire une performance qui a déjà eu lieu et d'en garder une trace, avec du même coup la possibilité de la remettre en circulation, de la remettre en jeu. Et puis, si c'est au cours du processus de création, sa fonction sera plutôt de guider, accompagner, éventuellement documenter les différentes étapes de la performance. Donc c'est les trois grands moments, en avant, pendant ou en aval. Alors ce deuxième paramètre, il est indissociable du premier, puisque une partition qui a plutôt vocation à conserver la mémoire d'une œuvre, de sorte à ce qu'elle puisse être remise en jeu, aura tout intérêt à être établie avec des notations pouvant être lues par le plus grand nombre, donc une convention partagée. A l'inverse, une partition de travail à usage interne pourrait être constituée de notations beaucoup plus parcellaires et idiosyncratiques. La seule chose qui importe dans ce cas, c'est que ceux et celles qui participent au processus de travail puissent les comprendre. Ça, c'était pour le deuxième ensemble de paramètres. Troisième paramètre à prendre en considération, c'est le fameux paramètre d'ordre symbolique, puisqu'il s'agit de se demander, d'une part, par qui la partition est établie. Est-ce que c'est une instance unique? Par exemple, est-ce que c'est l'auteur? Est-ce que c'est le metteur en scène, le chorégraphe, l'interprète? Est-ce que c'est un notateur extérieur? Ou bien, à l'inverse, est-ce qu'elle est établie collectivement? Et puis l'autre question qu'on peut se demander, c'est de quelle façon cette partition va définir les rôles et organiser les rapports de ces différentes instances engagées dans le processus de création. Donc on a tout un ensemble de questions, je passe un peu vite, mais voilà, ça donne déjà quelques repères. Et ça permet donc simultanément de s'attacher aux formes concrètes que prennent les partitions, à leurs modalités de production et aux fonctions théoriques et pratiques, poétiques, symboliques qui leur sont attachées. Donc c'est en travaillant à partir de ces différents types de questions qu'au bout du compte, j'ai établi, distingué trois grandes contrées partitionnelles que dans l'ouvrage Partition, objet et concept des pratiques scéniques, qui est le fruit du travail à la fois individuel et collectif que j'avais mené à Lausanne. Donc ces trois grandes contrées, je les ai respectivement nommées partition modèle, partition instruction, partition matrice. Je vais revenir sur chacune d'elles, mais je fais une dernière précision. C'est que le substantif que j'ai choisi d'associer à chaque fois au terme de partition, modèle, instruction, matrice, c'était pour moi une manière de qualifier ce que, à la suite de François Hartog, on pourrait appeler le régime de fonctionnement spécifique de ces partitions. C'est dans un ouvrage intitulé Régime d'historicité, présentisme et expérience du temps que Hartog explique qu'il a préféré le terme de régime à celui de forme d'historicité, parce que ce mot renvoie au régime alimentaire, au régime politique, au régime des vents ou encore au régime d'un auteur. Ce sont là autant de métaphores, dit-il, évoquant des domaines passablement différents, mais qui ont au moins en commun de s'organiser autour des notions de plus ou de moins, de degré, de mélange, de composé et d'équilibre toujours provisoire ou instable. Fin de la citation. On va voir, mais les différentes contrées que j'ai pu identifier ne sont pas constituées d'un ensemble de partitions identiques les unes aux autres. Elles désignent une zone de convergence, un endroit de polarisation, de tendance transversale, mais qui vont, selon telle ou telle contrée, être diversement affirmées. Donc je vais maintenant déplier ces tendances au gré de chacune de ces contrées. Je vais commencer par la première, celle que j'ai proposé d'appeler partition modèle. Et si je commence par celle-ci, c'est tout simplement parce que historiquement, elle est la première à avoir émergé dans le champ des arts de la scène.
Et c'est celle aussi qui s'inscrit le plus directement dans la filiation de cette forme de notation très singulière, très spécifique, que constitue la partition d'orchestre. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, si l'on tend aujourd'hui à qualifier de partition toute forme de notation de la musique, cet usage, c'est, sinon un abus de langage, en tout cas une métonymie. En effet, si on se reporte à la définition que le Trésor de la langue française donne du terme, on se rend compte que la partition renvoie à une forme de notation très particulière, celle qui donne accès, je cite, à la réunion synoptique de toutes les parties d'une composition musicale, notées sur autant de portées distinctes et disposées les unes au-dessous des autres, de manière à en saisir l'ensemble d'un seul coup, les parties les plus aiguës aux lignes supérieures, les plus graves aux lignes inférieures. Fin de la citation. D'un terme qui, dans son sens le plus général, renvoie à l'action de partager ce qui forme un tout ou un ensemble, on passe ainsi à l'idée d'un objet qui donne à voir les différentes subdivisions, vocales ou instrumentales, qui organisent et prennent part au tout de la composition musicale. Alors bien que cette forme de notation synoptique de la musique nous paraisse aujourd'hui très évidente et familière, ce n'est que assez tardivement, à savoir dans le premier tiers du XIXe siècle, que cette forme de notation s'est généralisée. Alors il y a deux facteurs qui peuvent expliquer cette émergence tardive. Le premier, il est interne au champ musical, et c'est que finalement le système même de représentation des notes et des portées, dont les premières traces remontent au IXe siècle, il ne s'est pas stabilisé avant la fin du XVIIe. Mais bon, il y a encore un fin du XVIIe, premier tiers du XIXe, mais encore plus d'un siècle qui se passe. Donc ça nous ramène au deuxième facteur qui explique l'émergence tardive. Et ce second facteur, c'est que pendant longtemps, les coûts du papier ont été élevés et les techniques d'impression ne permettaient pas de reproduire facilement et en grande quantité n'importe quel type de document, comme ce sera le cas avec l'invention de la lithographie. Et donc, tant qu'on a été dans ce régime, on va dire, matériel, les compositeurs s'en remettaient essentiellement à la mémoire et au savoir-faire des musiciens. Et ils s'en tenaient, du coup, dans les partitions qu'ils établissaient le plus souvent en parties séparées, les fameuses partituras, ils s'en tenaient à la plus grande économie. En gros, ils indiquaient très très peu de choses en dehors des notes. Par contraste, dans le premier tiers du XIXe siècle, les conditions matérielles vont se trouver réunies pour que se généralise l'impression des partitions d'orchestre et que paraissent même les premières éditions de poche de ces partitions que le public pouvait amener au concert avec soi. Comme l'explique Rémi Campos, on peut vraiment parler d'un tournant graphocentrique qui va réorganiser de fond en comble le champ artistique et social de la musique et, par extension et influence, celui du théâtre. Alors je parle d'abord de la musique et puis on en tirera des conséquences analogiques pour le théâtre. Alors, la première conséquence cruciale de cette nouvelle place faite à la composition imprimée, c'est qu'elle vient découpler la musique de sa mise en jeu. La musique devient une idée, une abstraction qui peut exister sur le papier indépendamment de son exécution, ce qui, quand on y réfléchit bien, est assez étrange. Alors que la musique était jusque-là prioritairement conçue comme un discours, elle était destinée à être incarnée dans du son, écoutée lors d'une performance, elle devient un texte qu'on peut lire, appréhender indépendamment de son énonciation par les musiciens. Alors, le fait que la musique devienne un art lisible et non plus seulement audible va avoir simultanément pour conséquence de faire de la partition un objet d'analyse, aussi bien pour les spécialistes, et la naissance de ce qu'on va appeler la musicologie, elle est exactement contemporaine de l'édition des partitions d'orchestre, donc aussi bien pour les spécialistes que pour les auditeurs amateurs, puisqu'ils vont pouvoir, je commençais à le dire tout à l'heure, ils vont prendre l'habitude de venir au concert partition en main. Alors, à la différence de l'écoute, qui engage une saisie globale et instantanée de la musique, l'accès à la partition permet de s'attacher au ralenti, aux moindres détails de la composition, ce qui, comme le note Rémi Campos, a pour corollaire de faire apparaître, mais aussi d'encourager les effets d'écriture, puisqu'il y avait des effets qui étaient parfaitement insoupçonnables à l'audition, qu'on va pouvoir repérer à partir du moment où on lit la partition. Autre conséquence, du coup, c'est que parallèlement à l'établissement de la juridiction concernant la propriété intellectuelle et les droits d'auteur, qui se met en place, qui s'engage dès la fin du XVIIIe siècle, l'édition des partitions d'orchestre va contribuer de manière décisive à l'affirmation de la figure de l'auteur-compositeur, qui devient le dépositaire d'un style qu'il cultive et dont les critiques et les pédagogues s'appliquent à analyser la singularité et les évolutions. Donc encore une fois, c'est parce que la musique devient lisible que le compositeur devient l'unique auteur et la figure principale qui retient les attentions. Et c'est exactement pour les mêmes raisons que dès le milieu des années 1920, Meyerhold défendra l'idée que si l'on veut faire du théâtre un véritable art, et même une science, la théâtrologie,
théatrologie, alors pour lui, il est indispensable de constituer un répertoire de partitions de mise en scène. Il s'y emploiera laborieusement, ça ne durera pas, mais en tout cas le fantasme est intéressant. Dernière conséquence de ce tournant graphocentrique et de cette nouvelle attention portée au texte musical, c'est donc qu'elle va instituer le compositeur comme l'unique signataire de l'œuvre, et même complètement changer la notion d'œuvre. Sous l'Ancien Régime, l'autorité musicale pouvait s'exercer, l'autorité pouvant s'exercer sur les objets artistiques, elle était distribuée dans l'ensemble du corps musical. Les compositeurs, les instrumentistes, mais aussi les critiques, les copistes, tous pouvaient participer à l'établissement de la partition finale, ce qui aujourd'hui nous paraît curieux, mais en tout cas c'était le cas. Et en fait, jusqu'au milieu du XIXe siècle, le texte musical était tenu pour un objet ouvert, sur lequel toutes sortes d'interventions étaient possibles, voire indispensables, et souvent les critiques musicaux ont fait améliorer la partition de temps. Donc la partition, elle continue à être considérée comme un état transitoire de l'œuvre, même si elle avait été imprimée. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, en revanche, avec l'édition et la diffusion toujours grandissante des partitions synoptiques, on va avoir un effet de production de l'œuvre, là où, auparavant, les parties séparées permettaient seulement de jouer ensemble. Conclusion de cette première partie, d'un régime de production de la musique où les partitions étaient conçues comme des objets instables, devant s'ajuster aux situations d'énonciation, à savoir la performance du concert, on passe ainsi à un régime où ce sont au contraire les conditions de la performance qui s'alignent sur un texte quant à lui considéré comme immuable. Donc on a vraiment une inversion des rapports entre écriture et mise en jeu qui va avoir pour très directe conséquence de reléguer les musiciens au rang de médiateurs subalternes qui n'ont plus de marge d'improvisation ou de création. Ils doivent se soumettre à l'autorité absolue de l'œuvre telle qu'elle a été écrite par le compositeur. Et quand les compositeurs ne sont pas directement là pour vérifier que leur œuvre est bien jouée telle qu'ils l'ont écrite, c'est au chef d'orchestre à qui revient la charge de veiller, partition sous les yeux et baguette en main, à ce que le texte musical soit respecté à la lettre. Alors une fois qu'on a tout cela en tête, le fait que les metteurs en scène modernes soient volontiers définis dans les premières décennies du XXe siècle comme chefs d'orchestre de la représentation, comparaison, je l'ai dit, qui a pu conduire un certain nombre d'entre eux à développer des partitions de mise en scène. C'est le cas de Meyerhold, on peut aussi penser à Stanislavski, à Kandinsky, à Appia. Donc d'un côté, il y a les metteurs en scène qui se définissent comme chefs d'orchestre de représentation, de l'autre, il y a des metteurs en scène, mais aussi des auteurs qui qualifient leur texte de partition. Toutes ces analogies, elles deviennent potentiellement lourdes de conséquences pour l'organisation pratique et symbolique de la création théâtrale. Ça redistribue complètement les fonctions et les pouvoirs. Et en fait, par-delà l'influence esthétique globale que peut exercer le modèle musical sur les arts, la musique a été érigée au rang d'art idéal dès l'époque romantique, mais cette influence, cette fascination, cet attrait en tout cas que le modèle musical peut exercer sur les arts de la scène, il me semble que c'est précisément dans cette capacité qu'il a à modéliser l'interprétation d'une œuvre de manière rigoureuse via l'établissement d'une partition qui à la fois détermine le rôle propre à chacun, qui indique ce qui doit être fait, qui dit comment ça doit être fait, et qui, en plus, coordonne l'ensemble des parties dans la durée. Et donc, si j'ai proposé d'appeler cette première contrée partition modèle, c'est précisément parce que, en plus de réunir des partitions qui s'inspirent peu ou prou du modèle de notation musicale, c'est une contrée qui, justement, est sous-tendue par l'idée que la partition va définir l'identité modèle, idéale, prototypique de l'œuvre. Elle est ce qui la définit, ce qui permet d'en conserver la mémoire, indépendamment des actualisations, des interprétations multiples, éphémères, auxquelles cette partition peut donner lieu. Alors, de manière synthétique, je dirais que ces partitions modèles, elles ont trois principales caractéristiques. En premier lieu, ce sont des partitions qui, à l'instar de la partition d'orchestre, visent à structurer et coordonner avec le plus de précision possible les différents mouvements, les différents langages amenés à se déployer de manière successive et simultanée dans le déroulé temporel de la représentation. La partition, alors, a affaire avec la notion de partage au double sens du terme. C'est à la fois l'horizon commun aux différents interprètes qui prennent part à la création de l'œuvre, et simultanément, c'est ce qui va distribuer strictement les fonctions propres à chacun et organiser leurs relations. Ça, c'était la première caractéristique. Deuxième caractéristique, c'est que ces partitions, comme c'est le propre de la notation musicale, ont l'ambition de développer des principes de représentation graphique
qui vont guider, si ce n'est contrôler, la mise en jeu sonore, visuelle, spatiale de l'écriture. Et quel que soit le degré de sophistication de ces notations, cryptiques ou plus accessibles, elles exigent de la part des interprètes, metteurs en scène ou acteurs, un effort de déchiffrage. Troisième et dernière caractéristique de cette contrée, les partitions modèles, c'est que quel que soit le moment de production de la partition, généralement c'est en amont de la performance, puisque la partition va permettre justement de concevoir l'œuvre et puis de guider son exécution, mais elle peut aussi exister à l'issue du travail scénique, c'était le cas chez Meyerhold. Donc la fonction de cette partition la fonction de cette partition, c'est de fixer la mémoire dans le deuxième cas, mais ces partitions de modèles, elles ont pour caractéristique commune de témoigner d'un intérêt marqué pour les questions de la composition et de ses renouvellements formels. Alors que cette composition soit harmonieuse ou dissonante, qu'elle soit continue ou discontinue, c'est un idéal esthétique qui doit transcender les volontés particulières, qui vient transcender les logiques, les envies individuelles, et qui requiert de l'ensemble de ceux et celles qui prêtent part à la création la plus grande exigence et souvent la plus grande humilité vis-à-vis de l'autorité de l'écriture. Et c'est en grande part en réaction contre cette façon de concevoir les processus de composition et la stricte division du travail artistique à langage, c'est donc en réaction contre ces partitions modèles qu'ont été conçues les partitions que j'ai choisi de rassembler dans la deuxième contrée, celle que j'ai appelée des partitions instructions.